Bonjour et bienvenue dans le podcast des Ones, les femmes d'affaires qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Master Coach Sensitive, fondatrice de la méthode One, un processus holistique d'ouverture du cœur. J'ai créé ce podcast pour vous aider et inspirer les femmes d'affaires à oser repasser number one dans leur vie, sans plus jamais s'oublier, se dévaloriser ou perdre confiance en elles. La singularité, l'exception de chacune me passionne. Je vous partage donc à cœur ouvert des interviews de Ones pour vous aider à vous-même devenir une One, une femme qui ose nourrir son exception. Comment elles osent à mes côtés se métamorphoser et transformer le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Je vous dis tout sur chaque portrait vérité intérieure profonde en mode VIP. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sandra FM pour son interview vérité de Ones. Sandra, tu es docteur en santé publique, psychologue de la santé et tu as développé une expertise au fil des années qui est l'alimentation émotionnelle pour libérer des blocages du passé. Donc, tu vas nous en dire plus dans un instant. Sandra, vous la retrouvez sur www.sandrafm.com. Et pour commencer, déjà, bienvenue Sandra et bonjour. Bonjour Afida, bonjour à tous et bonjour à toutes d'ailleurs. Ravie d'être ici, merci encore pour ton interview. J'ai hâte de cette interview et surtout de ces questions-réponses fun que tu vas me poser. Donc, presque le tracas. Voilà, Sandra elle a spoilé l'interview. On commence effectivement par une interview portrait vérité. Et donc, on va commencer effectivement par ce portrait vérité pour qu'on apprenne à découvrir Sandra. Et ensuite, tu auras ta tribune, un peu une tribune à cœur ouverte, comme j'aime. Je sais jamais là où on va, mais on y va ensemble. Et tu nous parleras un petit peu de ton parcours, puisque ma communauté, c'est de réunir des femmes qui osent nourrir leur exception. Tu en fais partie, on s'est rencontrés, ça a été un petit coup de cœur. Et j'ai envie de te donner cette tribune et tu nous parleras de ce que tu as envie de nous parler aujourd'hui. Alors, concernant ton portrait vérité, j'aimerais savoir si tu étais un livre de chevet, ce serait lequel ? Un livre de chevet, je pense que particulièrement cette année, dans cette période Covid, ça serait Le moment présent. Yes, d'Eckhart Tolle. Yes. Je pense que vraiment, ça a été l'année de vivre dans le moment présent et moins être dans le futur ou le passé. Absolument. Un rêve fou. Est-ce que tu as un rêve fou que tu aimerais réaliser dans ta vie ? Ouais, carrément. Enfin, il y en a plusieurs, mais le rêve le plus fou, non, il y en a plusieurs, mais celui en tout cas qui a du sens par rapport à cette interview, c'est vraiment de pouvoir crier à plus de monde possible, justement d'oser être soi-même et d'arrêter de se prendre la tête avec la nourriture. On est en 2021, au moment où on tourne. Et c'est tellement fou de continuer à se prendre autant la tête avec manger, parce que manger, on est obligé de le faire tous les jours pour pouvoir rester en vie. Et si on peut juste prendre plaisir et puis être dans cette obsession, dans cette compulsion, dans cette compensation alimentaire, puisqu'on n'ose pas justement vivre sa vie, et de pouvoir aider vraiment des milliers et des milliers de personnes et de sortir de ces dictats du corps parfait, ça serait vraiment un rêve de vraiment réussir à impacter des milliers. Une mission de vie en quelque sorte. Ouais, grave. On va en parler en détail tout de suite après. Effectivement, la question philosophique, est-ce qu'on vit pour manger ou est-ce qu'on mange pour vivre ? À suivre. Justement, tu nous as introduit la question d'après. Si tu devais désigner un plat sucré ou un plat salé qui t'est cher. Alors, c'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose souvent et j'ai pas forcément un plat préféré, mais j'aime bien dire en rigolant que bon, ok, j'ai pas de plat préféré, mais quand même le fromage c'est la vie. Ah, ça c'est bon ça. Saison préférée ? La saison a été clairement le soleil, la chaleur, la mer, la nature. Ouais, un pays ? Alors, ça va pas être très original, mais pour avoir vécu dans beaucoup de pays et d'avoir... Bon, je me considère pas d'avoir voyagé énormément, mais le peu que j'ai voyagé, je me dis qu'on a quand même de la chance de vivre en France. La France, yes. Une couleur, est-ce que tu as une couleur favorite ? Alors ça, c'est marrant, ça change en fonction de l'état d'esprit. Si on me voyait il y a 3-4 ans, j'aurais été certainement en jaune. Alors aujourd'hui, le noir, c'est une pure coïncidence. C'est plus un noir sexy qu'un noir déprimé. En tout cas, c'est le but, vu qu'on est dans le number one aujourd'hui. Beaucoup en jaune il y a quelques années. Et là, je trouve que je rentre dans une phase beaucoup plus paisible de couleurs un peu plus pastel. Je pense que tu vois dans ma déco.
Avant, j'avais des trucs jaunes, des trucs un peu différents. Et là, je rentre dans une phase un peu plus paisible, neutre. Je pense que c'est l'effet de devenir maman aussi, d'être un peu dans mon côté un peu plus féminin et un peu moins punchy. Excellent. Et comme quoi, tout est vivant et tout évolue. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Un animal qui te fascine? Alors, on m'a aussi déjà posé cette question et je ne sais pas te dire pourquoi. La réponse qui m'était venue à l'époque, et je pense que ça a encore sens aujourd'hui, c'est la panthère. Yes. Et quand j'ai regardé la définition, la signification de panthère, je me suis dit pourquoi la panthère? Parce que concrètement, à part l'avoir vue peut-être au zoo quand j'étais petite, voilà, enfin, j'ai pas non plus. Il y avait cette définition de côté maternel, mais de côté fonceuse aussi. Et quand j'ai vu la signification, je me suis dit ah ouais, ça me va bien. Ça te parle. Ok. Je pense qu'avec mes clientes, c'est pareil. Il y a ce côté cocon, mais à un moment donné, on se dit allez, on y va quoi. Et c'est professionnellement et personnellement, je pense que ça me va bien. Beaucoup de symbolique, ouais. Est-ce que tu as une citation boussole ou une citation, voilà, que tu aimes partager avec les gens? Ouais. J'en ai plusieurs, évidemment, je pense comme nous tous, mais il y en a une qui m'a marqué particulièrement il y a quelques années de Charlot, qui est, alors j'essaie de la traduire en français parce qu'à chaque fois, ça me demande énormément de concentration. Tu peux nous le faire en bilingue, hein. Chaque seconde est un temps pour changer tout à jamais. Quand on arrive à intégrer ça dans sa vie, de se capter qu'en fait, il suffit de décider à un moment de se dire stop, stop. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour avancer? Et que ça, une seconde, à un moment donné, c'est vraiment un temps où on peut changer tout à jamais. Super. Est-ce que tu as un ou une rôle modèle féminin dans ta tête ou dans ton cœur? Alors ça, c'est une question que j'avoue que je me pose encore aujourd'hui. Je pense qu'il y en a plusieurs, mais que j'ai pas forcément cette connexion un peu de fan ou de mentor. J'ai beaucoup de mentors hommes et je pense que c'est parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, enfin moi en tout cas particulièrement, j'étais entourée beaucoup d'hommes. On n'est pas sectaire, on n'est pas féministe. Au contraire, ça peut être sans doute quelqu'un qui a une sensibilité ultra féminine peut-être ou pas, j'en sais rien. Alors quelqu'un qui m'a beaucoup impacté, on l'aime ou on l'aime pas. Je sais que c'est assez controverse. Après le fait de l'avoir côtoyé un peu plus souvent, ça m'a ouvert aussi une nouvelle vision de lui. C'est Olivier Roland, puisque pour moi, ça a été un mentor, parce que c'est finalement grâce à lui que c'était la première graine de me lancer sur Internet et de voir finalement ma mission plus grande. Donc après, bien sûr, il y a eu plein de gens. Et même au-delà de penser à un mentor, j'ai vraiment cette vision que toutes les personnes que je rencontre, finalement, me laissent une petite graine. Que ça soit toi, via cette interview, on s'est rencontrés un peu par hasard dans un événement, que ça soit mes clientes, que ça soit parfois les voisins. Parfois, c'est juste quelqu'un qui passe, qui dit une phrase et il y a un truc qui se passe. Donc, plutôt que d'avoir un mentor, j'ai plus le sentiment que il y a plein de personnes dans ma vie qui m'ont laissé une petite graine, qui ont été positives ou négatives dans la ressenti, mais qui m'ont forcément fait avancer et fait grandir. Donc l'important, c'est d'en avoir quelques-uns en référence en se disant, parce que c'est un très bon exercice que j'utilise aussi dans mes accompagnements, qui est de dire, voilà, par exemple, moi j'ai Lady Di, comme je te donne juste un exemple, comme mentor. Pourquoi? Parce que son côté rebelle, son côté aussi un peu casser les codes du royaume, et puis son côté générosité de cœur au niveau humanitaire. Et voilà, c'est reconnaître des qualités à une personne qui nous servent de repère. Et parfois, je me dis, mais qu'est-ce que Lady Di ferait à ma place? Ça, c'est un très bon tips. Merci pour ce partage vérité. J'ai d'autres outils par rapport à ça, mais en tout cas, oui, c'est clair qu'avoir un mentor ou des mentors ou des gens de référence, c'est clair que ça aide à avancer. Ok. Alors, Sandra FM. Alors, moi, j'ai une première question. FM, c'est ta marque? Mon chéri te répondrait, c'est parce qu'elle parle beaucoup. Mais la vérité, c'est que c'est juste les initiales de mon nom de famille. Et comme mon nom de famille est un nom à rallonge, qui est un nom en portugais, à chaque fois, on fait des fautes d'orthographe. J'ai pris des initiales et on trouvait ça rigolo en fait de faire un peu FM, ça fait un peu radio. Les premières secondes étaient difficiles à assumer et en fait je me rends compte que du coup les gens retiennent beaucoup mieux, donc ça répond bien à ma mission de vie. Bon, excellent. Donc c'est aussi le nom de ta marque, j'imagine, puisque exactement, sandrafm.com. Super. Alors Sandra, la parole est à toi. Comme tu le sais, le but de cette interview, c'est ne serait-ce que par notre échange spontané. Là, on a un échange du cœur qui va durer une vingtaine de minutes. Voilà, on va voir où tu nous emmènes et peut-être que j'interviendrai, je te poserai une ou deux questions. Le but, c'est simplement de te livrer à nous, le cœur ouvert, et en ayant comme vision que nos auditrices sont des femmes qu'on a envie d'inspirer, parce que pour moi, tu es aussi, à ta façon, comme tu le disais, on en a plein, un rôle modèle féminin. Et donc, tu as osé nourrir ton exception et passer d'une vie un petit peu cadrée à une vie de femme entrepreneur. Donc,
Qu'est-ce que tu as envie de nous partager là-dessus? Est-ce que c'est ton histoire, ton parcours, une anecdote? Alors, le lien entre mon histoire et mes clientes, puisque ça a tout son sens dans le parcours, j'ai beaucoup aimé cette question, nourrir ton exception. Ça m'a marqué, je l'ai même noté dans notre rendez-vous aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on est dans une société où on peut très vite rentrer dans des moules avec certaines règles, certains dictats, certaines choses qu'on est censé faire ou pas. Et moi, il y a quelques années, j'étais en direction vers un parcours scientifique international. J'étais en Angleterre, je fais mon doctorat là-bas. On attendait de moi vraiment la chercheuse par excellence, etc. Et au bout de 10 ans, en fait, à nourrir ce parcours, j'ai mis longtemps à comprendre que c'était pas ce que je voulais pour moi. Et c'était une décision assez difficile parce qu'il fallait l'assumer par rapport à ma direction, à mes collègues, à mes parents, à ma famille. Le financeur, heureusement qu'il sait pas ce que ça a donné après le financement parce qu'il a beaucoup investi d'argent sur moi. Et ça n'a pas été une période facile à l'époque de dire, en fait, c'est pas ça. J'étais trop frustrée d'être chercheuse parce que je voyais bien que sur le terrain, il se passait pas grand-chose, que quand on écrit des articles scientifiques, déjà, pour moi, c'est vraiment pas mon truc. Je trouvais ça chiant. Donc, au final, j'ai jamais vraiment été aboutie d'écrire des articles scientifiques parce que, clairement, ça me saoulait. Je pense que c'est vraiment le mot. À chaque fois, je procrastinais. J'ai au moins une dizaine d'articles scientifiques presque écrits et que j'ai jamais envoyé aux revues scientifiques parce que ça me saoulait, en fait. Et mes directeurs, ils pétaient un câble avec moi à l'époque. J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi ça bloquait. Jusqu'au jour où je sais plus exactement te dire pourquoi, mais je pense que j'ai une crise existentielle de voir la vie de mes directeurs, de dire mais en fait je veux pas ça dans ma vie. Donc à titre personnel, je pense qu'à l'époque j'ai fait un burn-out en même temps à la fin de thèse, de vraiment me dire allez il me reste que quelques mois, vas-y à faire du forcing. Après je suis quand même fière d'avoir finalement fini parce que entre la prise de conscience et où j'ai terminé, il s'est passé genre 9 mois. Donc pour 9 mois il fallait quand même continuer. Je trouvais ça bête d'arrêter. En plus de ça, j'ai beaucoup de soucis familiaux à l'époque avec faillite familiale, des gros soucis personnels. Bref, je vais passer les détails, sinon on pourrait passer des heures. Et tout ça, en fait, sans m'en rendre compte, sur 5 ans, j'ai développé une maladie qui s'appelle la fibromyalgie, qui est censée être une maladie incurable selon la médecine. C'est-à-dire que j'ai des douleurs partout dans mon corps. C'est-à-dire que j'avais des douleurs au cervical, j'avais des douleurs aux épaules, j'avais des douleurs aux bras, aux mains, c'était insupportable, les hanches, les jambes. Bref, j'avais plein de points de douleur et j'étais épuisée. Je disais souvent, c'est pas de la fatigue, c'est de l'épuisement. Parfois, je pouvais rester 3 semaines en mode légumes dans mon lit. J'allais même pas travailler à l'université. Je restais chez moi avec l'excuse du télétravail, mais en fait, je restais juste au lit en pyjama. À l'époque, j'ai de la chance d'avoir un super chéri, que j'ai toujours d'ailleurs, qui m'a énormément épaulée. Alors lui, il a eu le rôle de méchant, de gentil, de soutenant, de je te donne un coup de pied aux fesses. Il a essayé de tout faire pour me bouger. Heureusement qu'il était là parce que je pense que sinon, à un moment donné, mon appartement aurait été envahi de poussière, de choses abandonnées. Tellement j'étais mal, en fait, ça me paraît fou, mais je suis arrivée à un stade où je pouvais pas marcher plus de 10 minutes sans avoir vraiment mal. Donc, en 10 minutes, je sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est énorme, en fait. Les mamies marchaient plus que moi, en fait. Jusqu'au jour où, en fait, il s'est passé un tas de choses où j'ai eu des déclics et au jour où j'ai dit fuck. Et je m'excuse du gros mot, mais c'est exactement ce que je me suis dit à l'époque, de me dire non mais fuck, je veux plus que mon corps soit une prison, je veux plus continuer à vivre ainsi. Stop, en fait. Je peux pas passer le reste de ma vie handicapée comme ça, épuisée. Et donc, j'ai mis des tas de choses en place, notamment, j'ai beaucoup travaillé la vision que j'avais de moi-même, la vision que j'ai de mon corps, de commencer à ouvrir la possibilité que ça soit différent et que je puisse m'en sortir à un moment donné. J'ai repris une activité physique. Et oui, ça a commencé par marcher 10 minutes. Mais clairement, c'est se remettre en mouvement, c'est pas aller faire du sport. J'ai essayé de faire du sport, du coup, j'étais 3 jours au lit de courbatures. En fait, c'était juste me remettre en mouvement, marcher comme une mamie. Ouais, c'est clair. Socialement, c'était bête. Enfin, des gens disaient, non, mais t'es sérieux, tu vas marcher 10 minutes. Mon chéri me taquinait en mode, t'imagines que la voisine, elle marche plus que toi, elle a 80 ans. Ouais, mais c'est ce que je peux faire. 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes. Aujourd'hui, j'ai la salle de sport comme une personne normale. Aujourd'hui, j'ai même un coach sportif qui vient 2 fois par semaine, qui me pousse à bout, j'ai envie de dire, dans le bon sens du terme, évidemment. Et que je remercie énormément parce que du coup, on peut pas avoir la flemme quand on a un coach sportif. Donc, quand il frappe à la porte, on est obligé d'être prêt. Et en fait, ce que j'ai appris de tout ça, je crois que la plus grande leçon, en fait, ça a été vraiment de dire fuck les autres, fuck ce que je suis censée être ou faire ou tout ça. Qu'est-ce que moi je veux, en fait?
Et j'ai mis longtemps à comprendre en quoi c'était un cadeau, toute cette histoire avec mes parents, avec le burn-out, avec la fin de doctorat, la crise existentielle. J'ai mis quand même plusieurs mois à comprendre. Je savais qu'il y avait un cadeau, c'est-à-dire que en tant que psychologue, je sais qu'il y a quelque chose, mais à chaque fois, je disais à mon chéri, écoute, là, je suis vraiment mal, je sais que je suis en train d'apprendre quelque chose, mais vraiment, là, je vois pas, je suis dans mon caca. Écoute, ça viendra un jour. Et un jour, je me baladais à la plage et j'ai eu ce insight, le moment eureka, vraiment, où j'ai les larmes se sont coulées direct. Je me rappelle, il faisait froid, mais il faisait beau. De me rendre compte qu'en fait, à l'époque, j'avais commencé ma chaîne YouTube. Alors, j'avais arrêté mes rendez-vous parce que je voulais pas accompagner des gens quand moi-même j'étais pas bien. Ça, c'est vraiment, si j'ai quelque chose qui me tient à cœur, c'est j'accompagne les gens parce que moi, j'incarne les choses que je prône pour mes clients. Donc, j'avais vraiment tout arrêté à ce niveau-là. Et la peur numéro 1 que j'avais à l'époque, c'était qu'on me reconnaisse dans la rue. Alors, c'est débile, hein, puisqu'à l'époque, j'avais genre 500 abonnés. Par rapport à aujourd'hui, c'est ridicule. Le fait d'avoir dit « fuck », entre guillemets, à toutes ces pressions que j'avais, et de dire notamment à mes parents, avec qui il y avait une énorme pression, parce que je devais régler des choses qui leur appartenaient, mais j'étais dans un contrat, bref. Le fait de pouvoir dire à mes parents, écoute, là, c'est ma ligne de privacité, et c'est moi qui décide si tu rentres ou pas. Si j'étais capable de le faire avec mes parents, ça veut dire que j'étais capable de le faire avec n'importe qui me suivait sur les réseaux sociaux, sur les gens qui venaient me voir. Et que même si un jour, effectivement, on me reconnaissait dans la rue, c'était à moi de pouvoir dire ce que je ressentais dans le moment, dans le flow. Si j'ai envie de parler avec la personne, cool, on discute. Et si je suis dans la phase où je vais être en privé parce que je suis en train de dîner avec mon chéri, de pouvoir dire, je suis désolée, je suis vraiment ravie, mais là, c'est mon moment avec mon chéri. Mais avec plaisir de se parler à notre moment ou sur les réseaux. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris ça, que toute cette souffrance, toute cette difficulté m'avait permis d'être vraiment moi-même et d'arrêter d'avoir peur du futur, mais larmes de gratitude. Aujourd'hui, j'ai une énorme gratitude d'avoir vécu la fibro et clairement, j'ai vite compris que la fibro, c'était parce qu'elle était liée à beaucoup de culpabilité liée au passé, de pas oser être vraiment moi-même, de pas oser aller vers qui je voulais être, en fait. Et d'être toujours dans cette contrainte de me sentir coupable si je fais des choses, etc. Donc, du coup, il y a de la tension qui se crée, des douleurs, de l'épuisement, etc. Donc, clairement, aujourd'hui, tout ça a eu un énorme impact. Et en fait, ce qui a été magique un peu plus tard encore, c'est que, tu sais, en marketing, dans l'entrepreneuriat, on dit souvent, oui, c'est important de s'identifier à ses clientes, etc. Et souvent, je me disais, moi, j'ai pas forcément vécu l'alimentation émotionnelle. Enfin, l'alimentation émotionnelle, si, parce que c'est humain, tout le monde a une alimentation émotionnelle, mais en tout cas, les compulsions, les troubles du comportement alimentaire, je l'ai pas vécu en tant que tel. C'est mon expertise en tant que professionnelle. Et en fait, oui, j'ai pas vécu les compulsions, mais j'ai vécu ce que elles vivent, c'est-à-dire cette prison dans le corps, en fait. Ce côté de pas oser. Et clairement, quand je vois mes clientes, les personnes que j'accompagne, qui ont ces compulsions pour compenser le fait de pas se sentir bien dans son corps, d'être dans une prison dans son corps, de pas oser être vraiment qui elles sont, de pas nourrir leur vie autrement qu'en mangeant, la relarme de gratitude, en fait. Je me dis, mais en fait, j'ai eu besoin de passer par là pour d'un côté, à titre personnel, pouvoir évoluer, mais en plus, aider encore plus mes clientes, parce que clairement, je sais à quel point c'est difficile de sortir de cette prison, à quel point c'est difficile d'y aller seule, et de pouvoir impacter autant de personnes aujourd'hui, de leur dire, en fait, c'est possible, let's go, on y va. Je suis curieuse, fou, Sandra, donc c'est exceptionnel, cette transformation. Et effectivement, elle a été faite pour partie en conscience. Il y a eu des moments très down, comme tu nous les as dit, qui ont fait que tu pouvais que remonter de toute façon. À un moment aussi, c'est exactement ça. Tu peux pas aller plus bas, donc tu remontes. Mais je suis curieuse, je me demande, est-ce que toi, dans tes habitudes alimentaires, est-ce qu'elles ont accentué justement ta maladie, ou est-ce qu'à un moment, tu as révolutionné aussi tes habitudes alimentaires pour toi te soigner, ou pas spécifiquement? Parce que je sais que on a eu un petit échange là-dessus sur le rapport à l'alimentation, où tu as ton prisme qui est de se faire plaisir avant toute chose, hein. Est-ce qu'il y a eu un lien là-dessus ou pas du tout dans ta guérison? Ouais, non, de mon côté, concrètement, j'avais déjà une alimentation qui me correspondait, c'est-à-dire que je prône vraiment le fait que c'est pas à moi de dire aux gens que je suis, c'est mieux de manger ça ou ça. Les gens savent ce qui est bon pour eux, et en fait, la seule chose qui peut arriver pour certaines personnes, c'est que comme elles sont complètement déconnectées de leur corps, elles ont la croyance qu'elles aiment que le sucré ou que le salé, les mauvaises choses, comme elles disent, les mauvais aliments. Pour combler ce besoin, elles développent une addiction. Exactement. Et donc, elles sont pas forcément connectées vraiment à leur corps et à ce qu'elles veulent devenir, etc. Et de vraiment relier
corps et tête et de reprogrammer leur cerveau par rapport à toutes ces croyances alimentaires. Et donc, ça, pour le coup, je l'avais déjà. C'est-à-dire que autant j'étais déconnectée de mon corps par rapport aux douleurs, etc., autant je savais très bien écouter ce que mon corps voulait, ce qu'il avait besoin, etc. Et j'ai toujours une alimentation qui me correspond, qui est relativement saine, avec des notions de plaisir, clairement, puisque c'est ce que je prône. Mais j'ai pas forcément fondamentalement changé mon alimentation à l'époque. Super. Alors, je suis curieuse, qu'est-ce que tu aurais envie, au vu de ton petit chemin de vie, là, donc tu viens de nous décrire un raccourci, évidemment, on pourrait aller plus dans le détail et ceux qui ont envie de te découvrir, ils vont découvrir ta chaîne YouTube et tout ce que tu nous partages généreusement. Quels sont les 3 conseils que tu pourrais donner à une femme qui a envie d'oser nourrir son exception, justement, et qui ne sait pas comment le faire? Peut-être 3 conseils et nous dire clairement, toi, aujourd'hui, au stade où tu en es, comment est-ce que tu nourris au quotidien ton exception? Alors déjà, je pense que la plus grande leçon de ces 2 dernières années, c'est la notion de lâcher prise, qui est complexe. C'est-à-dire que lâcher prise, quand on a l'impression de ne pas savoir le faire, souvent c'est une impression parce que finalement on le fait déjà dans d'autres. C'est qu'on est en train de le faire. C'est clair. Souvent on pense que lâcher prise, il y a souvent 2 fantasmes. C'est soit je lâche prise, j'abandonne, soit je lâche prise et en fait j'attends que ça se fasse. Et j'ai compris ces dernières années que, en tout cas, la notion que moi j'ai dû lâcher prise, c'est je mets des actions en place, c'est-à-dire je vais vers ce dont j'aimerais dans l'idéal, mais j'accepte que le pire scénario arrive et que c'est pas exactement ce que j'aimerais qu'il se passe. C'est-à-dire je lâche prise, enfin, je fais confiance à la vie, c'est plus ça le mot, sur qu'est-ce qui va se passer dans le résultat, tout en mettant des actions en place. D'accord. Et à partir du moment où je me suis connectée à en fait, je sais que la vie est ma bonne étoile et qu'elle va me mettre sur mon chemin les choses dont j'ai besoin pour arriver vers ma vision ultime. Un petit peu comme j'arrivais pas à assumer entièrement que j'étais sur YouTube, elle m'a mis plein de trucs qui m'ont fait chier. Je suis désolée du mot, mais c'est vraiment ce que je ressentais à l'époque. C'était douloureux. À l'époque, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais en fait, oui, c'est clair que j'ai pas mis ça dans mes objectifs, mais ça a été un moyen que la vie m'a dit, oh, cocotte, tu fais semblant que tu n'as pas ce problème. Là, je te le mets bien dans la face. Il va falloir surmonter ça. Et en fait, à partir du moment où on comprend ça, que la vie est notre meilleure amie et qu'elle fait tout pour vraiment nous obliger à nous dépasser et aller là où on veut vraiment aller, dans nos tripes, pas dans nos têtes, c'est un énorme cadeau parce que du coup, déjà, on enlève une grosse partie des carcasses qu'on a et du poids qu'on a sur nous. Il faut absolument réussir, et de se dire non, mais en fait, je fais tout ce qui est en ma possession, que je peux faire aujourd'hui en fonction de mes capacités, de mes connaissances, etc. J'évolue et la vie va forcément me transmettre en réponse quelque chose dont j'ai besoin pour avancer. C'est peut-être ce que j'attends, c'est peut-être autre chose. Et c'est la même chose que se dire je veux aller à New York et c'est la vie qui décide. Je pense que c'est le premier conseil. Top. C'est bien ça. Deuxième, c'est juste, si je veux rebondir, excuse-moi là-dessus, ça me fait vraiment penser au respect de son rythme. Souvent, ce que je dis dans les accompagnements, c'est que, tu vois, on est toutes uniques et c'est vraiment respecter son temps avant toute chose et son rythme avant toute chose. Deuxième conseil. C'est clair. Deuxième conseil, je pense que c'est vraiment de se connecter à soi. Encore une fois, avec ses tripes. Pas que avec la tête, de pouvoir interlier les deux, évidemment, puisqu'on n'est pas que tripes ni que tête, on est les deux. Parce que parfois, on entend beaucoup de gens dire oui, l'intuition, oui, mais parfois, on a aussi besoin de la raison et les deux font de nous l'excellence. Et même 3, il y a le cœur qui vient aussi, et 4, oui, exact. Le sensible. Mais bon, on va pas entrer là-dedans. Mais c'est marrant que toi, tu parles des tripes. C'est aussi lié à tout ce système aussi de digestion, d'alimentation. C'est aussi le 3e cerveau, quelque part. Et de pouvoir se connecter à soi, c'est d'ailleurs un des gros travaux quand on a des compulsions alimentaires, de pouvoir se reconnecter à son corps, les sensations alimentaires, la faim, la satiété, de pouvoir vraiment ressentir en fait ce qu'on a réellement envie et que ça soit dans les compulsions alimentaires, parce que c'est mon expertise, comme en tant qu'entrepreneur dans les objectifs de vie, etc. C'est important en fait de savoir écouter son corps parce que notre corps il nous dit clairement. Est-ce que tu as une stratégie là comme ça à partager, par exemple? Comment t'accompagnes, toi, les femmes, quand justement elles ont cette problématique-là? Est-ce que c'est d'abord un diagnostic? Est-ce que c'est une question particulière sur leurs habitudes? Est-ce que c'est juste les mettre en semi-hypnose pour qu'elles écoutent vraiment pour les compulsions alimentaires, ça demande vraiment un cheminement qu'on met en place. C'est vraiment un protocole que j'ai mis en place, notamment dans le programme où je les accompagne, le programme Libre de manger.
quand je suis plus en accompagnement présentiel, personnel, etc., souvent, je les mets dans un exercice de visualisation, c'est-à-dire où elles imaginent dans différentes situations de vie et qu'elles puissent apprendre à voir ce qui se passe dans leur corps. Est-ce qu'elles sentent qu'il y a un petit truc qui bloque? Est-ce qu'elles sentent que c'est fluide? Très, très fort, la visualisation. Est-ce que le corps se brise? Et très souvent, en fait, l'avantage, notamment, je pense aux accompagnements présentiels, que ce soit en groupe, en individuel, etc., je leur fais remarquer quand elles me parlent. Tu sais, quand la voix, elle s'arrête, la respiration, il y a un truc où tout d'un coup, il y a l'énergie, elles sont à fond, etc. Et qu'elles s'en rendent pas compte, en fait. Vous voyez là ce qui vient de se passer? Regardez, juste avant, l'énergie, épaule, regarde là, ça a ouvert, on se lance, on avance. Pouvoir, en fait, leur donner un feedback systématique, c'est un énorme travail. Et donc, le conseil pour vraiment se connecter à ça, c'est d'être attentif, en fait, à la posture, à la voix, est-ce qui bloque, et vraiment de pouvoir voir ce qui se passe dans le corps. Pour moi, je pense que c'est vraiment fondamental. Excellent. Un troisième conseil? Troisième conseil, je dirais que c'est clairement c'est pareil, encore une fois, pour les compulsions. Pour moi, les compulsions, c'est vraiment un cheminement de vie. C'est de pouvoir nourrir sa vie au quotidien. Alors moi, j'utilise l'expression nourrir sa vie autrement qu'en mangeant, mais on pourrait terminer le reste qu'en buvant de l'alcool, qu'en fumant, qu'en faisant je sais pas quoi. De pouvoir vraiment être attentif aux choses qui nous mettent en joie, des choses qui nous mettent en énergie, des choses... Parfois, on voit des clientes, il suffit qu'elles parlent d'un sujet et tout d'un coup, on les voit... Ah, là, on y est, vous voyez, ou alors la cliente qui va dire oui, je sais pas, je procrastine, et de pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière, le pourquoi. Est-ce que c'est juste de la peur ou c'est juste, ouais, mais je crois que je dois faire ça parce que je pense notamment à une cliente que j'ai accompagnée récemment qui me disait, ouais, mon blog de diététique, nanana, et quand elle me parlait d'un autre sujet qui est un hobby, je la voyais s'envoler. Pourquoi vous avez fait un blog sur la diététique? Parce que j'ai un diplôme. Ouais, mais enfin, là, votre niveau d'énergie par rapport à quand on parle de ça, c'est juste le jour et la nuit, quoi. Et de pouvoir faire en sorte que les personnes se rendent compte de ça, en fait, qu'avec des petites choses, là, on parle de passion, finalement, de gros sujets, c'est-à-dire les passions de vie, les missions de vie, etc. Mais ça peut être des petites choses du quotidien. Je pense notamment, par exemple, moi, j'aime beaucoup parler, parce que le nom FM a été bien attribué pour le coup. Comme je sais que c'est quelque chose qui monte en énergie, effectivement, accepter des interviews fait partie, notamment dans cette période Covid où on est en confinement, je parle un peu moins. Du coup, je vais faire plus de live, je vais faire en sorte de faire plus de coaching parce que ça me permet de moi me mettre en énergie. Mon chéri, c'est plus écouter, par exemple. Il y a d'autres personnes. Donc, ça peut être des petites choses du quotidien comme des grandes choses, comme encore une fois, la mission de vie et compagnie, et d'être attentif à qu'est-ce qui me monte en énergie, qu'est-ce qui descend, qu'est-ce qui me nourrit, là, je sens que c'est vraiment pas mon truc, ça me met down, ça me met en énergie, ça me saoule, ça me fatigue. Et de pouvoir être attentif à tout ça pour nourrir son quotidien, ça fait clairement toute la différence. Et c'est ce qui fait aussi qu'en tant qu'entrepreneur, on va trouver les petites subtilités qu'on va trouver notre propre baguette magique pour accompagner les gens qu'on accompagne dans notre quotidien. C'est pas pour rien que j'ai un accompagnement, par exemple individuel, qui est sur 2 jours où on va à fond, on va straight to the point. Parce que j'ai ce truc de, ok, c'est bon, on a remué le caca, maintenant on y va. D'ailleurs, mon nom en portugais veut dire H. Et je pense que j'ai ce côté-là, c'est-à-dire je vais être très maternelle d'un certain côté. Et à un moment donné, j'ai ce côté comme je dis, stop, maintenant on y va, ok? et je fais d'ailleurs des gants de boxe, et on y va vraiment, en fait. Okay. Et ça, j'ai pu le mettre en place parce que j'étais hyper attentif, en fait, à mon fonctionnement, à ma façon de faire. Et c'est ça que si j'ai un message pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est être hyper attentif sur vos spécificités à vous pour créer votre univers à vous, votre fonctionnement à vous, votre façon de faire à vous pour que vous soyez unique. Copier les autres, ça sert à rien. Osez justement votre exception, comme dit Afida. Osez voir vos petits plus à vous. Et parfois, on a l'impression que non, mais je fais rien de plus que l'autre. Il y a forcément des trucs qui vous montent en énergie, qui vous boostent, qui vous font du bien, qui vous mettent en joie, qui vous donnent le power patate. Et c'est sur ça qu'il faut y aller. Excellent. Merci Sandra. C'est absolument ça. Et merci pour ces 3 conseils. On terminera peut-être avec le mot de la fin, justement, sur comment toi, tu oses nourrir ton exception au quotidien. Bon, tu nous l'as dit, la parole, effectivement. Si on est branché sur Sandra FM, tout roule. On est sur la bonne fréquence. C'est vrai que par rapport au dernier point que tu viens de citer, je dis souvent un truc aux femmes que j'accompagne, c'est lorsqu'on laisse tomber tout ce qu'on n'est pas, ce que l'on est apparaît.
Et c'est vraiment ça, c'est, tu vois, se délester de tout ça pour pouvoir justement oser nourrir son exception, c'est oser se nourrir de qui l'on est pour pouvoir justement transmettre ça aux autres. Moi, je suis effectivement, on fait les mêmes métiers, mais on est tout à fait complémentaires dans le sens où toi, tu as ton approche qui va te correspondre, j'ai mon approche qui va me correspondre. Exactement. Moi, je suis plus basée sur l'intelligence émotionnelle, sur aller réveiller les super pouvoirs du cœur pour justement lâcher prise au niveau mental et au niveau justement de la pression qu'on peut se mettre par rapport à l'action. Et effectivement, c'est une toute autre approche qui est tout à fait complémentaire. Alors, bravo et merci pour tous ces précieux échanges. Je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire comme mot de la fin? Comment tu nourris ton exception? Et peut-être nous partager ce que tu as, voilà, comment on te trouve et comment on te trouve. Et si toi-même, si tu as un besoin de quoi que ce soit aujourd'hui, quel est ton besoin? J'aime bien faire la formule un peu give and take. Alors, le mot de la fin, c'est vraiment oser. Oser avancer, oser faire le premier pas. Le plus dur quand on va courir, c'est de mettre les baskets. Clairement, c'est se lever, mettre les baskets. Et là, c'est la même chose, en fait. Oser faire le premier pas, le minuscule pas qui va être le premier pas du marathon dont vous serez hyper fiers à la fin d'arriver, à la ligne d'arrivée. Donc, oser gagner confiance en vous, en fait. Mais c'est avec l'action qu'on gagne confiance en soi. Et vous verrez que vraiment, quand on se connecte à ses rêves, à ses désirs, à ce qui nous met en énergie, c'est là où les miracles arrivent dans nos vies. Donc, osez avancer, osez vous connecter à vos rêves. Lâchez absolument, il faut absolument faire ci. Faites confiance à la vie, faites-vous confiance. Vous allez voir que ça change clairement la vie. J'ai vu ton geste là. Il faut. Je dis souvent à mes coachés, il faut, ça sonne faux. Voilà. Pas mal, je le note, c'est vraiment pas mal. Ouais, donc, c'est clair. Quand il faut, c'est là. Et je fais exactement pareil avec mes clientes du programme Livre de Manger. Tant que vous avez des règles, il faut manger ci, il faut manger ça. On est dans la restriction d'une certaine forme et il y a une certaine frustration qui se déclenche. Et derrière, on va avoir encore plus de compulsion. Donc clairement, se libérer de toutes ces règles et de pouvoir être libre de manger comme le nom du programme l'indique, c'est quand même plus cool. Après, pour ta deuxième question, comment j'ose nourrir mon exception? Tellement de choses, si toutes les choses que j'ai pu mettre en place au long de ces années d'entrepreneuriat, je pense que c'est vraiment en osant être moi-même, en fait. Notamment avec mes clients, tu vois, j'ai dit fuck, je sais pas combien de fois, j'ai dit fais chier, je sais pas combien de fois. Et on attend de moi par rapport à mon diplôme. Et d'ailleurs, j'avais déjà reçu des mails de personnes qui me disent oui, ça a l'air pas très sérieux parce que vous n'êtes pas comme ça, comme ça. Les valeurs de la recherche devraient être, et donc on voulait changer les valeurs de mon site. Et il y a tellement de professionnels qui vont être plus carrés, qui vont effectivement utiliser des mots plus chers, plus difficiles en français. Je suis pas française. Donc déjà, à partir du moment où je suis pas française, je ne peux pas utiliser des mots qu'on écrirait en français en tant que docteur en santé publique. J'ai jamais écrit en français à part, j'étais à l'école jusqu'en CM1. Après, je suis partie à l'étranger. Donc, j'ai un vocabulaire d'une petite fille de 10 ans et je l'assume et c'est OK. Et d'ailleurs, je pense que c'est un très bon moyen de montrer comment j'ose nourrir mon exception. C'est que quand j'ai commencé à écrire des articles de blog, la première fois, c'était sur 500 mots et mon chéri a mis 2 heures pour corriger. J'avais envie de pleurer. Je me disais, mais jamais je vais y arriver. Et de me dire, en fait, oui, effectivement, l'écriture, c'est pas quelque chose dans lequel je suis à l'aise. Et du coup, je fais plus de vidéos et c'est cool. Oui, sur le verbal, bien sûr. Et là, tu nourris ton exception par la parole, quoi. Exactement, c'est ça. Wow. Et de pouvoir, encore une fois, c'est être attentif aux choses qui vous vont bien. Et fuck les autres. c'est exactement. Fuck les autres, pas dans le sens où on les écrase, où on dit ils sont nuls. C'est vraiment cette notion de je préfère être détestée par qui je suis que d'être aimée par qui je ne suis pas. Et ça, je pense que je l'assume de plus en plus. Souvent, mes clientes me disent qu'elles me suivent justement pour ça, parce que j'incarne vraiment qui je suis. Tu vois, l'année dernière, j'ai mis en place le bootcamp et le soir, à la fin, je devais tirer mon lait parce que j'allaitais mon fils et donc forcément, fallait que j'aille jusqu'au frigo, donc j'allais pas mettre le truc caché pour que mes clientes ne le voient pas. Et donc je passais forcément, si elles tournaient la tête, elles voyaient très bien. Après, je leur montrais pas non plus. J'ai tiré mon lait. Et mon chéri me disait, tu devrais pas faire ça, ça réduit ton image professionnelle. Je leur montre ce que je leur demande, en fait. Je leur demande d'oser être elles-mêmes. Je vais pas faire semblant que je ne suis pas maman, que j'allais pas mon fils. Et c'est toutes ces petites choses, en fait, finalement, que je nourris au quotidien, c'est d'assumer vraiment ce que je fais, ce que je dis. Que tu es. Et je sais qui je suis et je le montre, en fait. Et si les autres sont pas contents, il y a plein d'autres personnes qui peuvent satisfaire leurs besoins.
Waouh, quelle interview inspirante. Merci Sandra, c'est top. Merci pour ton partage. Donc, vous pourrez retrouver Sandra, je vous mettrai son site sur www.sandrafm.com et vous pourrez aller découvrir en détail dans ses vidéos YouTube et sur son site l'ensemble des programmes qu'elle propose pour vous accompagner si justement vous avez aimé son énergie et envie de connecter davantage avec elle. Alors, si vous avez aimé cette interview, je vous demande de la liker, de la partager, de mettre des commentaires. N'hésitez pas à nous poser des questions. Donc, cette interview s'adresse à toutes les femmes d'affaires à qui j'invite d'oser nourrir plus leur exception pour justement repasser number one dans leur vie sans plus jamais s'oublier, se dévaloriser ou perdre confiance en elles. Sandra, je te remercie pour ce moment. Je te dis à très vite. Je te remercie à toi aussi. L'épisode de Podcast The Ones touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié et retenu une astuce ou un conseil de Ones, je vous invite à me donner votre avis, à commenter et à partager ce podcast. En attendant le prochain épisode, abonnez-vous et rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet www.afidabenour.com où vous retrouverez toutes les astuces offertes et bien plus encore. À très bientôt mes chers ones, vous aussi, osez nourrir votre exception, repassez number one dans votre vie.